Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine économique. Si vous nous écoutez dimanche après-midi à 3h, Télémétropole, c'est le dimanche soir à 7h, la chaîne 52. Et cette émission sera disponible sur YouTube de Radio Métropole. Et on aura la possibilité de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde sur le plan économique, sur le plan financier et peut-être même sur le plan politique. On avait pris ce rendez-vous en début d'année. Et finalement, une année en ébullition. Pierre-Marie Boisson, merci de répondre à notre invitation. Merci Christian, encore une fois, merci de me donner cette invitation régulière. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'être encore à ce micro avec tes auditeurs et tes spectateurs. J'ai bien dit un monde en ébullition? Oui, c'est un monde intéressant. Oh. C'est un monde passionnant. En fait. C'est vraiment, pour le professionnel que je suis, c'est vraiment extrêmement riche comme apprentissage sur le plan économique, sociopolitique, sur tous les plans, chaque année. En fait, commençons par les États-Unis. C'est notre grand voisin. Et le Bidenomics, la politique économique de Biden, on en parle tellement. À quelques mois, on pourrait dire, des élections présidentielles aux États-Unis. Qu'est-ce que ça va pouvoir faire, puisque nous avons une situation aux États-Unis où l'économie, il y a un ressenti et il y a une réalité, il y a des faits. Il y a une croissance économique aux États-Unis, l'inflation qu'on n'a pas connue depuis longtemps, depuis 1970, est revenue, ils ont pu combattre l'inflation. Et maintenant, les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis. Le taux de chômage est extrêmement faible. Comment peut-on expliquer l'économie américaine aujourd'hui? Bon, moi je dirais qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'économie par les statistiques, par ce qui se passe vraiment et qui va finir par se sentir, et l'économie telle qu'elle est perçue. La perception. Et je pense que l'une des variables qui est la plus influente sur cette perception-là, c'est la communication. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement polarisé aux États-Unis et dans le monde, hein, où il y a, c'est où tu es avec moi ou tu es contre moi. C'est-à-dire qu'il y a une polarisation comme je n'ai jamais vue, moi personnellement aux États-Unis. Mais il y a une très grande polarisation également en France, également en Italie, également en Allemagne. Et ne parlons pas d'Israël, qui est, je crois, le champion du monde dans la polarisation. Cette polarisation tend à combiner avec la technologie. La technologie qui permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. Quand tu faisais du marketing politique avant, tu le faisais à travers d'abord l'écrit, à travers les journaux, à travers les meetings populaires et ce genre de choses. Parce que l'économie est une science dérivée du marketing. C'est du marketing et c'est de l'influence. Puis est venue la télévision et la télévision a vraiment créé une capacité pour les gens qui ont de l'argent de vraiment orienter et influencer une élection. Maintenant, c'est le big data. Avec le big data, avec la technologie, on fait du marketing ciblé. Et avec ce marketing ciblé, on peut raconter n'importe quoi. On peut influencer quelqu'un en étudiant le profil de la personne. On parle des réseaux sociaux. Ouais. Des réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux sont un cadeau empoisonné, je dirais, mais un cadeau pour les populistes. Parce qu'avec les réseaux sociaux, tu peux vraiment populariser un certain nombre de concepts ou d'idées, comme par exemple, 77 millions de personnes ont voté pour Trump, ou 70 millions, 70 millions. 70 millions, 77 c'était pour le Biden. Mais ils sont tous convaincus que Trump a gagné l'élection et qu'il y a eu un complot. Donc la théorie du complot est popularisée par la technologie et par les réseaux sociaux et la foi qu'on accorde à tout ce qu'on voit, à tout ce qui est écrit. Et cette perception-là fait que les républicains ont pu faire passer l'idée, et les gens en général, que l'inflation qui existe aux États-Unis est un phénomène dû à la politique de M. Biden. Alors qu'ils ont Dieu comme faire, c'est... Mais pendant parler de polarisation, c'est le Fox News conservateur, CNN libéral, et maintenant, les consommateurs politiques voient exactement ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent lire. Exactement. Mais ils oublient un fait. C'est que tous les pays de l'OCDE ont de l'inflation. Et quand on regarde l'inflation aux États-Unis, elle est moins élevée que l'inflation en Europe. Tout à fait. Mais en Europe, on va dire que l'inflation est due à Biden, à Macron. En France, on dira qu'elle est due à Macron.
on dira qu'elle est due aux dirigeants italiens en Italie. La politique est locale. Donc en fait, quand tu regardes l'économie, j'ai rarement vu, sur le plan des statistiques et sur le plan des faits objectifs, une économie aussi performante aux États-Unis, je pourrais dire depuis 30 ou 40 ans. Puisque c'est une économie qui a passé d'une inflation de 9%, qui était due en grande partie à un choc d'offres combinant les problèmes qui ont eu lieu à la sortie de Covid. Puisqu'il y avait un goulot d'étranglement, la production a été très vite et s'est heurtée à des problèmes, des contraintes de transport, des contraintes de tous les ordres et des contraintes de production. La production n'a pas suivi aussi rapidement. Donc il y a eu inflation. Mais cette inflation a frappé en même temps l'Europe et les États-Unis, donc ça n'a rien à voir avec un dirigeant local. Maintenant, tu as eu la guerre. La guerre, c'est une guerre qui a quasiment rendu brusquement rare un certain nombre de denrées où la Russie, combinée avec l'Ukraine, ont des parts de marché extrêmement élevées. Donc, cette contrainte a entraîné une flambée des prix des denrées. Ceci a été ramené à 3,2%. Aujourd'hui, l'inflation prévue pour l'année prochaine par le Fonds monétaire, c'est de 2,4%, qui est très proche de la cible de 2%. Et je pense, moi, personnellement, que cette cible-là aura des difficultés à être gardée à 2%, ce qui n'a rien à voir avec le phénomène inflationniste lui-même. Pourquoi 2%? Pourquoi 2%? Parce que ça peut être 3%. Le problème, c'est que plus tu t'approches d'un taux d'inflation faible, plus il y a stabilité et prévisibilité. Okay. Et plus il y a la possibilité d'avoir quand même une petite inflation, parce qu'il faut une petite inflation. Voilà. Parce que si tu rentres en déflation, comme c'est ce qui est en train d'arriver à la Chine, on en parlera tout à l'heure, c'est encore plus grave maintenant. La déflation va entraîner la dépression. Oui, ça va décourager les producteurs. Donc il faut une petite inflation, mais dès que l'inflation commence à être plus élevée, elle commence à introduire des distorsions dans l'économie, notamment à travers la subvention donnée à l'épargne et enfin, disons, dépendant de quel mouvement. Mais si les taux sont trop élevés, tu vas épargner. Donc tu vas ralentir l'économie parce que tu épargnes. Mais si les taux sont trop faibles, tu vas avoir maintenant une surconsommation avec des possibilités d'inflation et tout ce qui vient avec la surconsommation et la facilité. Donc le 2% est, je dirais, un rule of thumb, donc une règle qui est venue de la pratique de l'inflation et de ce que sont, on se rend compte que quand on vit avec une inflation de 2%, on a une société plus stable, plus facile à prédire et où l'investissement fleurit. Parce que l'investissement fleurit là où il y a moins d'incertitude. Mais c'est tout ce que je peux te dire. Il n'y a pas une démonstration. Et très souvent, les phénomènes économiques sont démontrés par l'examen des corrélations entre les variables. Donc, quand on fait une corrélation entre la variable 2% ou la variable 3%, on se rend compte qu'on a des phénomènes indésirables qui prennent naissance au fur et à mesure qu'on s'écarte des 2%. Ceci étant dit, si tu es dans un pays comme, par exemple, Haïti, 2% n'est pas désirable. Parce que quand tu as un pays qui a énormément, d'ailleurs c'était le cas de l'économie américaine et des autres économies après le Covid. Après le Covid, il y avait un tel ralentissement des mouvements de population qu'il fallait stimuler l'économie parce que la dépense privée ne se faisait pas, parce que tout le monde était chez soi. Donc comme il n'y avait pas de demande privée, si l'État ne se substituait pas à la demande, il y aurait toujours une récession. Donc pour provoquer le choc qui était nécessaire, pour rendre la croissance possible, l'État devait intervenir. Mais la plus grosse intervention a été faite par Donald Trump. Oui, la première. La plus grosse injection a été faite par Donald Trump, mais l'impact de ceci, comme il y a toujours un effet de retardement, c'est fait après, et après c'était M. Biden. Donc on a dit c'est Biden. Donc c'est tout. Ouais. Mais moi je dis qu'il faut faire très attention avec une élection. Très souvent, l'élection dépend des quelques semaines qui précèdent l'élection. Parce que l'électeur tend à retarder sa réflexion même sur pour qui il va voter. Il tend à la retarder parce que ce n'est pas encore urgent. Il va voir ce qui va se passer. Donc, quelque chose qui se passe un an avant une élection peut être très, très différent de ce qui va se passer après. Par contre, ce que je pense qui est coriace,
c'est la polarisation. C'est le fait que les gens, c'est je suis pour Trump, donc tout ce que Trump dit est vrai, tout ce que Christian Farel, qui n'est pas pour Trump, dit est faux. Yeah. Et ça devient culturel. Voilà mon pic sur ça. Mais l'économie va très bien. Oui, parce qu'on parle de presque le plein emploi aux États-Unis pour le moment. Le taux d'inflation a chuté à moins de 4%. Donc, comme vous dites, c'est des perceptions, c'est des positions radicales des partis. Donc, on n'a plus cette impression qu'on dit le bonhomme a fait un travail, voilà la situation. Et puis, économique. Pour connecter avec un autre thème que nous aurons certainement discuté, qui est le thème de la polarisation mondiale maintenant, les BRICS ou bien les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est là que les gens veulent venir. Et je te prédis que ce mois-ci, mois de septembre, on aura une petite pointe de chômage additionnel. Tu sais pourquoi? À cause de la migration. Oui. Parce que dès que tu as beaucoup de migration, tu commences à avoir beaucoup de demandeurs d'emploi. Automatiquement, mécaniquement, ça va faire monter le taux de chômage de quelques points. On parle quelques dixièmes de points. On parle ces jours-ci également du côté de la main-d'œuvre, le labor, à savoir les syndicats qui disent qu'ils n'ont pas bénéficié de cette économie. Donc on craint qu'il y ait des grèves, on craint qu'il y ait particulièrement au niveau du secteur automobile. Donc il y a certains acteurs qui se préparent en quelque sorte. On en parle, puisque c'était le Labor Day week-end récemment, donc on a senti ça du côté des États-Unis. C'est vrai que les syndicats ont beaucoup perdu dans leur force de frappe et au cours des dernières années, au cours des 10 dernières années. Parce que les syndicats, c'est un phénomène d'après-guerre, vraiment, qui a été puissant et qui a été démocrate. Moi, je pense que la réalité électorale, la réalité va beaucoup plus être marquée par cette polarisation dont je parle plutôt que par une action individuelle des syndicats. Okay. Parce qu'il ne faut pas oublier que les syndicats eux-mêmes, il faut qu'ils ont un double, je dirais, ils ont un dilemme. Les syndicats doivent promouvoir l'emploi. Mais c'est certain qu'en promouvant l'emploi, il y a une redistribution de revenus qui se fait et il y a une distribution inégale que normalement, il devrait dire, écoutez, il faut que le salaire minimum augmente, par exemple. Mais quand tu fais augmenter le salaire minimum, tu peux avoir moins de monde dans ton syndicat parce qu'il n'y aura plus de chômage. Maintenant, il y a une autre chose que je dois dire sur la perception que j'ai oublié de dire. Et c'est une chose que j'ai réalisée beaucoup plus l'année dernière. Le chômage, qui est la variable cible d'une économie, c'est-à-dire, il faut faire baisser le chômage, il faut employer les gens, et je suis le premier à le dire. L'emploi, c'est le premier objectif que doit atteindre un pays. Mais attention, quand il y a chômage, c'est une fraction de la population qui a le chômage. 8%, 3%, 4%. Quand il y a inflation, c'est la totalité qui est frappée. Oui, tout le monde. Donc les gens te disent que l'économie va mal, mais quand tu leur dis individuellement, comment vous voyez les 10 prochaines années, est-ce que vous êtes content de votre travail? Non, ils sont contents, individuellement. Mais ils vont te dire, oui, mais quand je vais au market, la farine coûte plus cher, etc. Le pain coûte plus cher. Et Biden se réclame comme le président des États-Unis qui est beaucoup plus proche dans l'histoire des unions, à savoir des syndicats. Oui. Traversons l'Europe avant d'aller en Chine, parce que la Chine, c'est un cas assez spécial également. Donc, l'Europe est le théâtre d'une guerre. Donc, en général, on parle de guerre mondiale lorsque l'Europe est en guerre. Comment ça se passe du côté de l'Europe au niveau de l'économie? On parle même de l'Allemagne, la plus grande puissance économique de l'Europe, comme le pays malade de l'Europe. Parce qu'ils ont perdu quand même l'énergie de la Russie et les marchés d'exportation vers la Chine. L'Allemagne a deux problèmes. L'un qui est plus immédiat, l'autre qui est plus différé. Le premier problème de l'Allemagne, c'est que contrairement aux autres pays de l'OCDE, qui sont la France ou bien tous ces pays-là, l'Allemagne vit beaucoup d'exportation. Yes. Et d'exportation manufacturière. Qui dit exportation dit énergie et manufacture. La manufacture dépend beaucoup de l'énergie. L'Allemagne, se basant sur ce qui s'est passé en après-guerre, la réconciliation, la fin de la guerre froide, la quasi-réconciliation avec la Russie, tout le monde était glorifié. Poutine, à l'époque, a eu tendance à avoir une trop grande dépendance de la Russie. Ah oui. Et cette trop grande dépendance, à la fois de la Russie et aussi des hydrocarbures importés, contrairement à la France qui est nucléaire, l'Allemagne n'est pas assez nucléaire. Ils ont même rejeté le nucléaire. Ils ont même rejeté le nucléaire, donc... Les énergies renouvelables. Automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que la guerre l'invasion de l'Irak,
de l'Ukraine a frappé disproportionnellement l'Allemagne. Et c'est l'économie qui aujourd'hui est la seule, l'une des deux, qui est vraiment en récession. OK? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème de l'Allemagne, c'est que l'Allemagne est un pays qui a besoin de migration. Yeah. Et la migration crée et quand on regarde le comportement moi je dis qu'Angela Merkel a été une visionnaire. Parce que quand on regarde l'Allemagne, si on ne fait rien, si on n'admet pas des migrants en Allemagne, mais en masse, l'Allemagne aura d'ici 10-20 ans, aura 30% en moins de force de travail. Ça veut dire que, parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand les pays se développent, ils viennent à avoir un taux de natalité qui faiblit. Les gens ont moins d'enfants quand ils n'ont plus d'argent. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Le mode de vie, particulièrement quand la femme participe beaucoup à la force de travail, elle tend à avoir des enfants plus tard et moins d'enfants. Automatiquement, ce taux de natalité baisse. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient avoir une population qui va passer en dessous du seuil, ce qu'on appelle le seuil de remplacement naturel, qui est de 2,1 enfants par femme en moyenne. Aujourd'hui, si tu prends un pays comme la Corée, qui est une des pays des économies les plus à succès, je dirais des 30-40 dernières années, la Corée a un taux de remplacement qui est le plus faible au monde, qui est de 0,8 enfants par femme. 0,8 enfants. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un pays comme ça? C'est qu'ils vont avoir de plus en plus la force de travail qui génère des richesses, ça menuise par rapport à la totalité de la population, et la partie de la population qui est âgée de plus que la retraite, de retraités, augmente. Donc, elle augmente, les besoins de santé augmentent, les besoins de dépenses, donc ils désépargnent. Donc, tu viens avoir des déséquilibres fiscaux, des fonds de pension qui ne sont pas financés, et aussi une économie qui ralentit. By the way, c'est ce qui arrive à la Chine aussi. Donc, ces deux faiblesses de l'Allemagne combinées font que l'Allemagne est dans une situation très, très stagnante. Et pour ne pas dire en récession. OK? Maintenant, ils n'ont pas eu la catastrophe que tout le monde attendait à l'hiver après le début de la guerre. La guerre a eu lieu il y a 2 ans. On s'attendait à ce que l'Europe ait une catastrophe en hiver parce que la demande d'énergie ne serait pas couverte. Ce n'est pas arrivé. Ils ont fait redémarrer des centrales à charbon. Ils ont réduit leur consommation, mais en réduisant la consommation, tu réduis aussi la capacité des industries de produire. Donc, c'est ça l'Europe. Maintenant, l'Europe, en général, croît moins que les États-Unis, croît à peu près à 0,7% là, en moyenne, alors que les États-Unis sont en train de croître à 2% en moyenne. Et l'Europe a également plus d'inflation que les États-Unis en général. Oui. Donc, est obligée de maintenir une politique tout aussi élevée d'augmentation des taux d'intérêt, qui est un troisième facteur, je dirais, qui accélère la baisse de la consommation et la baisse du PIB. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, la chaîne 52 et YouTube. Le rendez-vous économique, notre invité, Pierre-Marie Boisson. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole, la chaîne 52, le dimanche soir à 7h. Et cette émission est disponible également sur YouTube. Notre invité, Pierre-Marie Boisson, 2 rendez-vous par année pour parler de l'économie haïtienne en début d'année, un peu plus ou moins au milieu d'année, l'économie mondiale. Pierre-Marie Boisson, pour finir avec l'Europe, on a parlé d'Allemagne, mais l'Italie, ce qu'on appelle les pays du Sud, l'Espagne. Il y a le Nord, la bière, le Sud, et le vin, la bonne bouffe. Qu'est-ce qui se passe dans le Sud de l'Europe? Qu'est-ce qui se passe dans le Sud de l'Europe? Je vais distinguer l'Italie de l'Allemagne, de l'Espagne. L'Italie, c'est un pays qui a beaucoup de problèmes politiques. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes politiques. Il y a une montée du populisme, il y a une montée contre l'immigration. Mais ces deux économies, quand même, ont quelque chose de très intéressant. C'est qu'elles sont extrêmement touristiques. Et à la suite de la fin du Covid particulièrement, il y a eu une remontée considérable du tourisme et des voyages. Tu as vu que les billets d'avion, par exemple, les billets d'Américains dans l'année tout, ont explosé. Ça reflète une sorte de ouf, une sorte de cri de soulagement. Et donc, je ne suis pas trop inquiet sur le moyen terme pour l'Italie en termes économiques. Maintenant, c'est vrai que pour le moment, ce sont des économies qui souffrent. L'Espagne, par contre, parmi les économies de l'Europe, je peux dire que c'est l'économie la plus impressionnante, qui croît aux alentours de 2%, c'est-à-dire que c'est une qui croît plus vite que les autres, en moyenne, et c'est une économie qui a une inflation faible.
Alors que quand on prend la France ou bon, l'Angleterre, n'en parlons pas. J'ai oublié de parler, quand j'ai parlé de deux économies, l'Angleterre elle-même souffre du Brexit, de l'après-Brexit, et c'est la première fois que je vois ça leur coûte extrêmement cher. Hein. Aussi en crise, et avec une inflation très élevée, et avec, je dirais, une instabilité, une incertitude politique. Parce que c'est la première fois que je vois un Premier ministre durer 6 mois. Je ne sais pas si c'est 6 mois, mais à peu près. Et ça ne s'était jamais vu en Angleterre. En plus, la reine est morte tout de suite après, donc bon. Ou tout de suite avant. Hein. Bon, enfin, à la même époque, la reine est morte. Donc, c'est un pays qui souffre. Mais l'Espagne, moi, je vais en Espagne régulièrement, tu sais ça, et Christian, j'aime beaucoup l'Espagne. Je pense que l'économie espagnole, dans l'ensemble, comparée aux autres économies d'Europe, va relativement bien. Okay? Il y a le Portugal qui est juste à côté, qui attire non seulement des touristes, mais des gens qui vont vivre du côté du Portugal ces jours-ci. Quand tu regardes la survie, le Portugal et l'Espagne, tous les deux sont des gens ont les préférences des Français, par exemple, qui sont tout près pour leur retraite. Oui. Et l'Espagne est un pays où les gens ont tendance à vivre longtemps. Il y a beaucoup de centenaires. Et quand tu regardes comment ils vivent, moi je dirais que ce qui me frappe davantage en Espagne qu'en Italie, et particulièrement, bon, je vais le plus souvent à Barcelone, mais Barcelone et Madrid dans ce sens se rencontrent, ce sont des pays qui sont très égalitaires. C'est-à-dire le coefficient Gini qui mesure l'inégalité de revenus. L'inégalité de revenus est parmi l'une des plus faibles de toute l'Europe à Barcelone et dans la Catalogne en général. Ceci veut dire que quand et je dis toujours, quels symptômes, vous savez, bon, le coefficient Gini, je rappelle pour tes auditeurs et tes spectateurs, c'est un coefficient qui va de 0 à 1. Donc quand tu as 0, ça veut dire que tu es parfaitement égal. C'est-à-dire tous les gens ont le même revenu. Et quand tu as 1, il y a une seule personne qui a tout le revenu. OK? Les deux extrêmes. Les pays qui ont tendance à avoir un coefficient Gini très élevé, c'est par exemple l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a souvent été le pays le plus inégal de la Terre. OK? 64, etc. Les États-Unis sont le pays de l'OCDE qui a le plus fort coefficient Gini. Et quand tu prends une ville comme Miami, par exemple, Miami a presque un coefficient Gini presque aussi élevé que celui d'Haïti. Ils ont 58. Et New York a 55. Eh bien, quand tu mesures ça à cette zone-là, tu vas voir que Paris, par exemple, la France a 32. Barcelone a aux alentours de 28, 29. Donc, ça veut dire que quand ça arrive, tu vas voir qu'à Barcelone, par exemple, les gens, à part les pickpockets, tu n'as pas d'agression. Il n'y a pas de sirène. Quand tu entends les sirènes à Barcelone, le plus souvent, c'est une sirène d'ambulance. Donc, il y a une corrélation entre le coefficient de Gini très clair. Très clair. La criminalité. Moi, la première fois où j'ai étudié le coefficient Gini, bien sûr à l'école, mais la première fois que ça m'a frappé, c'est quand j'ai visité l'Islande. L'Islande a un salaire minimum de $2000 par mois. En Islande, l'État te finance ton éducation même si tu vas à la retraite. Tu peux faire un MBA financé par l'État en Islande, alors que tu as 60 ans. 60 ans, 61 ans. Donc, et ces pays-là, Danemark, Islande, etc., mais tous ces pays européens-là ont tendance à avoir une meilleure égalité de revenus et ça arrange le climat social. Tu vois, donc, ensuite, ce sont des pays très sophistiqués au point de vue gestion technologique. J'ai bien aimé le voyage que tu as réalisé maintenant sur les pays de l'Europe du Nord. Tu parlais tantôt de la migration. Ce sont des pays quand même qui ne reçoivent pas. C'est pas vrai de l'Espagne, par contre. Non, je parle des pays de l'Europe du Nord. Les pays de l'Europe du Nord, en général, c'est des pays fermés, mais commencent à avoir... Au Danemark, on commence à avoir une petite poussée de musulmans. Mais qui reste faible. Mais qui est faible. Et qui arrive quand même à maintenir il commence à être visible. Un niveau de vie assez intéressant quand même. L'Islande, très récemment, j'y étais en 2016, c'est maintenant que l'Islande s'ouvre au tourisme. Mais dès que tu t'ouvres au tourisme, tu vas avoir une pression vers la migration aussi, à cause de l'effet de démonstration. Parce que les gens vont parler de ça. Mais l'Islande, bon, d'ailleurs, petite parenthèse sur l'Islande, c'est la première fois que j'ai vu un restaurant haïtien, aussi haïtien qu'en Islande, à Reykjavik, qui s'appelle Café Haïti. Ouais. Bon, anyway, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Islande, la migration, comme en Islande ou au Danemark, va commencer parce que le tourisme, on ouvre le tourisme. Okay. Mais ce sont des économies très performantes. Elles sont très performantes, donc elles ont plutôt tendance à être fermées, alors que l'Espagne est très ouverte. Il y a énormément de touristes, énormément de migrants, mais les gens sont plus heureux. OK.
Laissons le vieux continent pour aller vers le continent émergent, la Chine, la deuxième économie du monde, qui fait parler beaucoup d'elle. Comment est la situation économique? Inquiétante. Je ne sais pas si je te le dis, je l'ai dit à ce micro, je suis persuadé que j'ai dû l'avoir dit parce que je l'ai dit en général à mon assemblée générale de Sogebank chaque année depuis au moins 10 ans. Je suis inquiet de la Chine depuis le tournant de l'an 2000. En fait, 2000, particulièrement l'après 2007. Tu sais qu'il y a eu la crise de 2008. Pourquoi? La crise financière. Pourquoi je dis ça? Quand tu développes une économie, parce que nous, avec la Chine, en 1990, Deng Xiaoping a fait son tournant vers le capitalisme en 1978. OK? On peut avoir la première décennie après ça, ça a été une décennie de tâtonnement. OK? Où on essayait d'ouvrir, on essayait de... il y avait les fermes collectives, on est passé à des fermes individuelles, etc. Mais le vrai tournant de la Chine, c'est les années 90. Yes. Parce que jusqu'aux années 90, 88% de la population de la Chine vivait en dessous du seuil de la pauvreté. Quand tu as ce genre de structure qui est similaire à celle d'Haïti, ton développement, si tu veux avoir un développement, tu es obligé de baser sur les exportations. À un certain moment, je ne me souviens pas de laquelle Assemblée générale, je disais que 46%, les exportations de la Chine représentaient 46% du PIB. Donc, quand tu développes ton modèle vers l'exportation, tu t'ouvres à un marché qui est plus riche que toi rapidement. Donc, tu crées de l'emploi. Et cet emploi, très souvent, est un emploi aussi qui font passer les gens de la zone rurale à la zone urbaine. Donc, les zones urbaines de la Chine, comme la zone de la capitale, ou bien Shanghai, ou bien Beijing, Shanghai. Ces villes-là se sont développées très rapidement à partir de l'exportation. Et particulièrement au début des textiles. Exportation textile, exportation. Donc, ils avaient de très bas salaires et ils ont maintenu une politique très agressive au niveau de leur taux de change. C'est pourquoi on disait toujours que c'était currency manipulator. Des manipulateurs de taux de change. Ils ont développé une croissance phénoménale dans les usines, dans les fabriques. Mais ça a été le premier facteur. Le deuxième Facilité facteur, par l'intégration dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. facilité par leur participation au commerce mondial à travers l'OMC. Facilité aussi par la détente entre Washington et la Chine. Bill Clinton. Non, avant Bill Clinton, qui a commencé avec Henry Kissinger. Henry Kissinger est celui qui a été le plus agressif dans la politique d'avoir cette création. La détente politique, ensuite la détente commerciale. Détente commerciale et détente politique. Parce qu'il disait il faut une politique ambiguë sur la Chine. Une politique qui a une Chine qui est à la fois. Donc, c'est pourquoi Taïwan a toujours resté Taïwan. Parce que Taïwan était supposé être indépendant, il n'a pas été indépendant, donc officiellement rattaché à la Chine, mais on développe deux modèles. Une Chine, deux modèles. Mais ce modèle a ses limites. Parce que dès que tu arrives à un certain moment où tu emploies maintenant tous les paysans, tous les gens qui se transfèrent, la Chine a créé en 30 ans a fait passer 850 millions de personnes de la classe pauvre à la classe moyenne. 850 millions. C'est un pays qui a 1,4 milliard d'habitants. Donc, tu te rends compte du mouvement de population. Mais, typiquement parlant, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne qu'à un certain moment, tu as absorbé suffisamment de main-d'œuvre pour que les salaires commencent à monter. Et quand les salaires commencent à monter, tu as deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que tu es moins compétitif. Donc, tu vas avoir d'autres pays qui vont faire la même chose que toi et qui vont te damer le pion dans tes exportations. Après tout, le salaire est un prix. Le salaire est un prix. Donc, tu commences à avoir une main-d'œuvre qui est plus demanding et des salaires qui montent. Donc, tu es moins compétitif. Qu'est-ce que tu peux faire à ce moment? La première chose que tu peux faire, c'est que tu peux dire je vais me tourner maintenant vers la consommation locale, puisque j'ai plus de gens dans la classe moyenne. Donc, j'ai plus de pouvoir d'achat local. Donc, je vais faire un tournant vers la classe moyenne comme étant mon levier de croissance. Deux problèmes. Premièrement, ta croissance basée sur ça va être plus faible. Donc, tu vas ralentir ta croissance. Deuxièmement, dans tous les pays où ça s'est fait, c'est ce qu'on appelle les pays qui ont pu placer le cap du midlife, middle income trap, du piège du revenu moyen. Mais pour faire ça, tu dois changer de système politique aussi.
Parce que dès que tu as une classe moyenne, et que cette classe moyenne devient ton moteur de croissance, que tu dois la courtiser, tu dois également ouvrir ton système politique. Parce que sinon, tu vas avoir des révoltes. Et on a commencé à voir ça en Chine, avec Tiananmen Square. Et c'est ce que Kissinger voulait faire également. C'est leur donner l'accord économique pour... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réprimé, et ils répriment de plus en plus. Et la répression va entraîner aussi que tu n'as pas autant d'envie des gens d'innover ou d'investir. Mais en même temps qu'ils répriment, ils disent, oui, mais je dois soutenir le PIB. Qu'est-ce qu'ils font depuis 10 ans? Enfin, plus que 10 ans, depuis 15 ans maintenant. Ils ont stimulé leur PIB, ce qu'ils faisaient déjà, et pendant la phase d'exportation. Mais ils l'ont fait davantage, à travers une politique d'investissement agressif. Le PIB qui était exporté à 46%, maintenant 20% du PIB, mais une partie substantielle de la croissance chinoise a été des investissements publics. Où ça que ces investissements ont été? Premièrement, dans l'immobilier. Oui. Deuxièmement, dans des sociétés d'État, parce que c'est une économie qui est en même temps axée sur l'investissement privé, mais axée aussi sur des grandes entreprises d'État, des state-owned enterprises. Ces state-owned enterprises ont bouffé du crédit, mais n'ont pas été efficientes ni efficaces. Et ensuite, le secteur immobilier a été en suroffre. D'où maintenant une crise immobilière massive qui a eu lieu au Japon, quand le Japon avait fait énormément d'immobilier aussi. Et le Japon a fait 20 à 25 ans de stagnation. Mais comment... Donc la Chine rentre dans une phase de stagnation. Ça, c'est le premier problème. Mais l'immobilier, les crises financières 2008, vous avez parlé du Japon. C'est la trappe qu'on ne peut pas éviter? Je crois qu'à cet espace, à un certain moment, vous avez dit, lorsque le crédit est trop intéressant, il faut s'attendre à une crise financière. L'envie de faire du crédit, excuse-moi de le dire, hein, je suis banquier, mais je dis la vérité, est irrésistible. Et très souvent, quand ton concurrent, parce que le métier de banque est un métier concurrentiel, quand ton concurrent fait quelque chose et il semble réussir, tu dis, mais il réussit, je vais faire ça aussi. C'est ce qui est arrivé avec les subprimes. Yeah. Mais c'est ce qui arrive aussi avec l'immobilier. Donc, quand tu as une sur-offre immobilière, tu as deux phénomènes. Tu as premièrement des gens qui accumulent des capacités qui viennent à être en surcapacité. Donc, qui brusquement vont faire face à un problème de demande insuffisante, puisqu'il y a trop d'offres. Yeah. Et c'est facile. Parce que tu parlais tantôt d'investissement public. Même les investisseurs privés chinois, la classe moyenne, investit, achètent des maisons également. Tout le monde achète des maisons, mais c'est arrivé en Haïti. Maintenant, si tu essaies de louer ta maison, tu vas voir qu'il y a une sur-offre en Haïti. C'est presque irrésistible. Et le banquier entend ça te dire, ah, son cas est fait, donc je prends un cas collatéral. Oui, mais la maison, quand elle valait X, maintenant elle vaut Y. Comment tu vas faire maintenant quand la personne ne te paie pas? Son prêt est supérieur maintenant. Et tu vas saisir. Mais tu vas saisir, vendre, tout le monde va vendre en même temps. Yeah. Donc tu vas avoir un marché de liquidation. Et c'est ce qui est arrivé au Japon. Et à la banque, et c'est ce qui arrive en Chine. Vous ne recherchez pas des buildings, pas l'immobilier, vous avez besoin de cash, de l'argent. Maintenant, c'est l'immobilier. Maintenant, tu as le même phénomène qui se passe au niveau des SOI, qui ont fait, il y a eu trop d'investissements dans des sociétés qui n'en avaient pas besoin. Donc, tu as eu du gaspillage d'argent qui s'est fait. Et ce que ça va t'entraîner en Chine, ça va t'entraîner que de plus en plus, messieurs, pour cacher péché. Parce que ce sont des banques d'État aussi. Et ils sont très fiers, l'économie chinoise, deuxième économie, ils commencent maintenant à avoir des pulsions hégémoniques. Mais attention, même si tu dis, ah non, mon cher, trop improductif, je vais bloquer ça. Mais comme c'était ça qui alimentait ta demande, c'était le crédit, le seul fait de ne pas faire le crédit au même rythme ralentit l'économie. Ah, tout à fait. Je ne sais pas encore une fois si j'ai dit ça à ton micro, mais je suis persuadé de l'avoir dit. Quand l'économie chinoise est passée de 10 à 8% de croissance, à 7% de croissance, j'ai eu, à partir de mes lectures, à faire le commentaire suivant. En fait, la vraie croissance de l'économie chinoise est 4%. C'est parce que celle qui vous amène de 4 à 8, elle n'est pas vraie, elle est temporaire, parce qu'elle est due à une injection d'argent du système bancaire vers des investissements qui sont du pur gaspillage. Et c'est ce qui est arrivé. Le deuxième problème grave que confronte la Chine, c'est l'adoption du One Child Policy.
un enfant par famille, c'était l'une des pires décisions qu'un gouvernement pouvait prendre. Soi-disant parce qu'on ne veut pas que la Chine soit trop peuplée. Oui, mais la démographie, c'est comme un bateau. Quand tu commences à le tourner, là, au fin de rivière, pour faire back, maintenant, c'est toute une histoire. Le One Child Policy est arrivé à son paroxysme au pire moment pour la Chine. Au moment où les enfants ont 30 ans. Donc, ils n'ont plus 30 ans maintenant. Ils sont des 30 ans, ça veut dire qu'ils sont des adultes. Mais ils sont des adultes dans une économie de classe moyenne, alors que quand ils étaient nés dans le One Child Policy, c'était dans une économie pauvre. Mais l'économie de classe moyenne est déjà une économie où les femmes ont moins tendance à avoir des enfants. Donc, même quand vous dites, je lève ça, il y a quelques années, ils ont levé cette politique. Oui. Ils ont dit, vous pouvez avoir plus d'enfants. Ah oui, mais moi, je n'ai pas envie. Et automatiquement, la Chine rentre dans une situation où, en janvier dernier, la population chinoise a commencé à baisser. Et quand on regarde les chiffres, il est probable que d'ici les 10-15 prochaines années, c'est plusieurs centaines de millions de Chinois que tu auras en moins. Et n'oublie pas que la Chine a alimenté entre le quart et 40% de la croissance mondiale. Donc c'est le monde entier qui va payer pour ça. Le ralentissement de l'économie chinoise, ça coûte cher. Et la Chine, pour moi, a un modèle politique qui, tôt ou tard, devra être révisé. Parce que tu ne fais pas le virage vers une économie de consommation avec un système politique dictatorial. Le grand défi... La Corée l'a appris à ses dépens. Tout à fait. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Encore une fois, un plaisir d'avoir Pierre-Marie Boisson pour analyser avec nous ce qui se passe au niveau de l'économie mondiale, les grandes économies. On a parlé des États-Unis, de l'Europe, de la Chine. On va continuer. Pourquoi? Les BRICS, la Chine étant un leader. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, sur Télémétropole dimanche soir 7h et disponible quand vous voulez sur YouTube. Pierre-Marie Boisson, toujours un plaisir de la voir pour discuter de l'économie, non seulement nationale mais au niveau international. Et en milieu d'année, on fait un tour au niveau international. Puis on était avec la Chine, et je dis à parler de la Chine, le mot qui nous arrive, c'est le BRICS. C'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est l'Afrique du Sud. C'est la Russie. Mais ça qui est intéressant, l'affaire BRICS, là, ça vient d'une idée américaine. Oui. C'est un Américain. En fait, d'un banquier américain. D'un banquier américain. Un banquier américain qui a lancé l'idée et qui a vu le jour en 2009. Avec en fait, c'était BRIC. Il n'y avait pas encore S. L'année suivante, il y a eu l'Afrique du Sud. Écoute, l'idée elle-même est bonne et a beaucoup de valeur. Et nous disions tout à l'heure que le système unipolaire établi après la guerre froide par les États-Unis, c'était un système bipolaire avant avec les États-Unis et la Russie, souffrait en fait d'un déficit, c'est-à-dire que le monde qui vient trop puissance, hein, c'est toujours quelque chose de... La puissance appelle l'abus. Et c'est toujours bon aussi de créer une contrepartie, une concurrence. Sur ce plan, moi je considère que l'idée de créer les BRICS, c'est avant tout l'idée de créer une association. C'est-à-dire de créer quelque chose qui ressemble aux pays non alliés, qui ressemble au G20, qui ressemble au G7. Si tu prends l'exemple, par exemple, de CARICOM, CARICOM qui était théoriquement un marché commun, n'a jamais été vraiment un marché commun. Parce que 95%, 90% des produits du CARICOM, des pays du CARICOM, sont vendus à l'extérieur du CARICOM. Ils ne sont pas vendus entre eux. Mais le CARICOM, sa valeur est la réunion des pays du CARICOM qui se réunissent pour défendre leurs intérêts et qui peuvent parler d'une voix unique dans certains cercles internationaux comme aux États-Unis. Je considère que les BRICS, dans ce sens, et même si ça a été un petit peu du mal à démarrer, parce que les BRICS sont aussi formés d'un groupe disparate. Quand on prend la Chine valait l'autre. Tu comprends? Donc, en tant que des pays qui sont dans un système de cartélisation, de coopération, par exemple, ils sont face à des sanctions américaines. Oui, on va parler de la monnaie tout à l'heure. Est-ce que la monnaie est un outil? Est-ce qu'avoir une monnaie, c'est la solution? Mais par contre, avoir un comportement unique
par rapport à un pays comme les États-Unis, ça a son sens. Parce que ça a son sens dans le sens que ça fait contrepoids à peut-être certaines mesures qui sont critiquables. Comme par exemple l'imposition de certaines sanctions qui paraissent être abusives. OK? Ceci étant dit, prendre un groupe disparate et dire, comme nous sommes ensemble, allons faire toutes sortes de choses ensemble, ça commence à tenir du rêve. Dans un premier temps, ils ont créé une banque, New Development Bank. Bon, cette banque en est un soi, est une bonne idée. Est-ce que le fait de faire cette banque et de ne pas suivre la rigueur du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale ou des banques occidentales, ça, ce serait du suicide. Parce que la rigueur des banques occidentales n'a rien à voir avec imposer des sanctions. C'est simplement s'assurer que tu fais une banque. Ça veut dire que tu as de l'argent que tu prends d'une partie de la population, sous forme de dépôt ou sous forme d'obligation, que tu dois rembourser, que tu vas prêter à des gens qui doivent te rembourser. Et que pour que ces gens te remboursent, il faut des politiques strictes. Il faut des politiques de gestion. Mais est-ce que c'est pour une réponse à la façon que Banque mondiale, Fonds monétaire créé depuis Bretton Woods, qui est dominé par les pays les plus industrialisés, c'est eux qui ont plus de pouvoir, ils ne sont pas capables d'éclater pour venir beaucoup plus fort. Je parle maintenant de la Chine, de l'Inde. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on ne peut pas banque ça qu'on souligne là? Écoute, oui et non. Pourquoi je dis oui et non? Oui, dans la mesure où certains pays d'Asie, par exemple, peuvent dire la Banque mondiale ne sert pas mes intérêts. Le Fonds monétaire ne sert pas mes intérêts. Allons essayer de faire un autre fonds monétaire, mais qui sera dominé par nous. Mais ce n'est pas la première fois. On n'a pas attendu les briques pour ça. Tu as eu la Banque asiatique de développement, tu as eu la Banque africaine de développement, tu as eu la Banque interaméricaine de développement. Les banques régionales. Des banques régionales. Mais ces banques régionales, très rapidement, quand tu prends le cas de New Development Bank, la super majorité des prêts faits par le New Development Bank sont en dollars américains. Donc, doivent être remboursés en dollars. Donc, ce ne sont pas des gens qui veulent sortir de l'environnement dollar. Et ce sont des gens qui, certainement, pour survivre, doivent appliquer les mêmes principes qu'appliquent les banques occidentales. Parce que ces principes qu'appliquent la banque occidentale, c'est un principe de survie de n'importe quelle banque. Qu'elle soit banque de développement ou autre, si tu empruntes de l'argent du marché des capitaux et que tu prêtes l'argent à quelqu'un qui ne va pas te rembourser ou avec lequel tu vas être lignette, comme on dit, tu vas être facile, eh bien, tu vas disparaître. Parce que la banque vit du remboursement par les clients. Et pour que ce remboursement se fasse, il faut demander des plans d'affaires, il faut demander... Par exemple, prenons le cas, et là je fais un débordement sur cette question de monnaie. Tu me dis, oui, le fait pour les États-Unis d'Amérique d'avoir une monnaie forte, une monnaie qui domine dans les échanges et qui domine aussi dans les réserves, est mauvais parce que les États-Unis peuvent prendre des sanctions qui vont bloquer les comptes de l'argent qui est déposé chez eux. Parce que tu peux avoir des dollars, mais rien ne t'oblige de les déposer aux États-Unis. Mm-hmm. Tu peux déposer tes dollars en Haïti, pourquoi pas? On a des banques qui acceptent des dollars. Ou en République dominicaine, ou dans le pays, ou en Brésil. Le problème, c'est que tu vas te retrouver avec ces gens, de toute façon, qui déposent une partie de leur argent et qui font affaire, eux, avec les États-Unis. Donc, c'est dans la coopération entre ces banques-là et entre ces pays-là que va se trouver le danger des sanctions. Maintenant, les sanctions elles-mêmes, si tu veux te départir, tu n'es pas obligé de faire une autre monnaie. Tu peux te départir simplement. Il y a un comportement unifié. Le comportement unifié des gens qui ont eu, moi, je ne suis pas d'accord avec l'attitude des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine, je ne participe pas. Bon, tu n'as pas besoin de banque pour ça. Maintenant, retournons à la question de faire une monnaie unique, parce que c'est ça qui a dominé. Comme on doit supprimer, on doit s'attaquer à l'hégémonie du dollar, on va faire une monnaie unique. Mais c'est méconnaître la raison d'être d'une monnaie. Le premier attribut d'une monnaie, c'est qu'elle doit être stable. Et si tu veux avoir la monnaie de ton voisin, tu ne peux pas te permettre d'avoir, par exemple, un déficit budgétaire 3 fois plus élevé que le voisin. Tu ne peux pas te permettre de créer de la monnaie de façon autonome. Si tu as la même monnaie que l'Amérique et que tu te mets à créer plus de monnaie, tu peux faire du déficit budgétaire monétisé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir automatiquement, tous tes dollars vont s'en aller vers les États-Unis. Parce que c'est là que se trouve le dollar. Donc, on ne peut pas faire en même temps
de la politique monétaire active et vouloir avoir une monnaie du voisin. Pendant que tu parles de monnaie, et l'extension des BRICS, avec particulièrement les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et même l'Iran, c'est les pétrodollars qu'ils essaient de retrouver. Qu'est-ce que ça va faire comme différence? Ça va faire une énorme différence, mais pas nécessairement dans le sens qu'on croit. Prenons une petite anecdote, un petit scénario. N'allons pas jusqu'à l'Arabie Saoudite, tout ce que je veux. Prenons la Russie soviétique, pas soviétique, la Russie. Elle n'est plus soviétique. Donc la Russie décide qu'elle ne veut pas payer son pétrole en dollars, parce qu'elle trouve que le dollar est trop fort. Donc elle dit à la Chine, écoutez, je suis d'accord que je veux vendre du pétrole et vous pouvez me donner votre monnaie domestique. Vous pouvez payer le pétrole en yuan. Donc ils accumulent des yuan. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec les yuan? Parce que les gens oublient. Les gens pensent que c'est une affaire de production. Oui, comme on va mettre tous les producteurs de pétrole ensemble, donc on va devenir plus fort. Oui, mais attention, la monnaie n'a rien à voir avec ça. Parce que quand tu acceptes une monnaie différente du dollar ou différente de l'euro, ça veut dire que comme cette monnaie elle-même n'est pas convertible de façon libre en euros ou en dollars, tu es en train de me dire que tu ne vas acheter que des produits chinois. Alors, petit coup d'œil sur l'histoire. N'oublions pas que la Russie et la Chine ont été deux pays dans une rivalité extrême lors du monde communiste. Et jusqu'à présent, il y a... Est-ce que tu penses qu'avec la fierté de M. Poutine et de la Russie, il serait d'accord de n'acheter des produits industriels que de la Chine? C'est ce qui va se passer. Maintenant, allons plus loin dans l'analogie. Supposons que maintenant ces messieurs se fâchent. Ça arrive tout le temps, dans les meilleures relations. Et que, extraordinairement, la Chine décide qu'elle n'est pas contente avec la Russie. Elle sanctionne la Russie. Mais la Russie est déjà passée dans un système hors Occident. Donc, qui n'utilise pas l'euro, qui n'utilise pas le dollar. Et puis, brusquement, la Chine te dit, bon, moi-même, les sanctions que tu crées, hein, moi, je prends les sanctions. La Russie est asphyxiée. La Russie est absolument servile par rapport à la Chine. Elle fera tout ce que la Chine lui demande, non pas parce que c'est la monnaie, non, qui est le problème, mais parce qu'avec cette monnaie qu'elle a reçue pour son pétrole, elle ne peut acheter que des produits chinois. Et la même chose serait, je te signale que c'est très récemment, il y a eu des cargaisons de pétrole de la Russie qui ont été vendus et qui ont été payés en roupies. Et ces messieurs ne savaient pas quoi faire des roupies parce qu'ils n'avaient pas assez de produits indiens à acheter avec les roupies. Ils ont fait de l'humanitaire en Inde. Ils ont fait des dons avec les roupies. Parce que la monnaie, il ne faut pas voir la monnaie dans le sens. Oui, ça finance des transactions, je produis du pétrole, donc je peux être payé n'importe quelle monnaie. Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec la monnaie? Il faut maintenant que tu te poses la question, que peut faire un dollar par rapport à que peut faire un yuan internationalement? Internationalement, le dollar est utilisé partout. Et l'économie américaine est la plus grosse économie au monde, la plus diversifiée au monde. Et elle est connectée avec l'économie européenne. Voilà le problème de la monnaie. Alors, je te dis qu'il y a un autre problème, mais ça, on reviendra après. Essayons de ramener l'idée de départ de Jim O'Neill, l'expert financier américain qui était venu avec cette idée des BRICS en particulier. C'était des pays émergents, créant une classe moyenne, ayant de l'argent. Donc, ils voyaient des opportunités pour les banques d'investissement américaines. Hey, voilà un marché extrêmement intéressant. Oui, il n'y a pas de problème pour Maintenant, la Chine a maintenu son taux de croissance pendant longtemps, bien que tu aies questionné un peu. L'Inde, c'est la même situation. Mais il y a également des intérêts divergents. Vous parliez des relations Chine-Russie. Mais au moment où nous parlons, entre la Chine et l'Inde, c'est... Même à l'intérieur des BRICS. Je vais te dire une chose. Il y a ce courant, j'allais ajouter pour toi, il y a le courant Russie-Chine contre l'hégémonie américaine per se, mais l'Inde voulait également
devenir une grande puissance. D'ailleurs, en termes de population, ils vont dépasser la Chine. Et il croît très vite. Et avec d'autres, surtout au niveau technologie. On voit les Indiens dans les films d'Amérique. Non, les Indiens sont plus forts en technologie. Donc, enfin, comment ils ont plus de cerveau. On va avoir cette harmonie à l'intérieur des BRICS? Il est impossible d'avoir cette harmonie. Et je vais te dire pourquoi. La Russie a un problème séculaire avec les États-Unis, qui est un problème qui va chercher dans la culture russe. C'est-à-dire que la Russie, les dirigeants de la Russie sont des rivaux des États-Unis en matière de mode de vie. Est-ce que c'est vrai des Indiens et des Chinois? Peut-être plus vrai pour les Chinois que pour les Indiens. Mais aujourd'hui, les Indiens, le modèle américain, leur modèle. L'Inde a la plus grosse université de formation de technologues au monde. Mais 90% de ces technologues, où travaillent-ils? Ce n'est pas en Inde. Ils travaillent aux États-Unis. L'Inde domine les États-Unis en matière de cerveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité des CEO aux États-Unis est indienne. Microsoft. Donc, il y a presque une promiscuité entre l'Inde et les États-Unis. Premièrement. Ensuite, quel est l'un des attributs d'une monnaie domestique? C'est de pouvoir faire varier sa parité par rapport à des monnaies étrangères pour corriger des déficits de compétition, de compétitivité. Mais l'Inde, il y a un dirigeant de l'Inde qui a dit une chose très importante. Quand on lui a dit, mais pourquoi est-ce que... Alors, c'est une information que je te donne. Dans cette réunion qui a eu lieu en juin, en Afrique du Sud, la question de la dédollarisation... En août, excuse-moi. En août, la question de la monnaie et BRICS n'était pas à l'agenda. Parce que l'Inde s'est opposée. L'Inde s'y est opposée et l'Inde a dit, mais écoutez, nous sommes des économies compétitives. Pourquoi voulez-vous que je me prive de la possibilité de faire varier ma parité monétaire pour pouvoir être plus compétitif? Je ne veux pas avoir une monnaie BRICS. Mais l'autre chose que tu dois savoir, l'euro qui a été la construction la plus successful, par exemple, d'une monnaie, jusqu'à présent a des déficiences. Oui. Et l'euro, avant de devenir une monnaie, il a fallu créer une communauté économique européenne. Ça leur a pris plus de 50 ans. C'est-à-dire que c'est en 1954 que le premier effort de communauté économique européenne par la communauté de l'acier et du charbon a été fait, qui a abouti à une communauté européenne, qui a abouti aussi à une harmonisation monétaire à travers comment on appelle ça, le prédécesseur de l'euro, tu sais, qui était l'écu. L'écu. Et l'écu maintenant est devenu l'euro. Mais l'euro n'est devenu l'euro qu'en 1999. C'est en 1954 qu'ils ont commencé. Et l'une des choses les plus importantes pour créer une monnaie, c'est d'harmoniser ta politique publique. Ah oui, la politique fiscale. Comment veux-tu avoir un pays comme... tu me dis que tu vas intégrer l'Argentine, qui a aujourd'hui près de 50% d'inflation annuelle, avec des pays qui ont 5%, 4%, 2% d'inflation. Est-ce le Brésil qui a... Mais comment veux-tu avoir une monnaie? À côté de toi, tu as quelqu'un qui crée de la monnaie et qui crée de l'inflation et qui va avoir la même monnaie que toi? Mais c'est un problème qui est insupportable. Yep. La première chose qu'on doit faire si on veut avoir une monnaie qui est la même que des pays, il faut avoir la même inflation. Il faut avoir des limites de déficit budgétaire. Et je vais plus loin. La construction européenne n'est pas finie. Parce qu'il n'y a pas une harmonisation fiscale aux États-Unis, en Europe. Alors, et même quand il y aurait l'harmonisation des institutions, il y a un problème immense qui ne va pas disparaître en Europe. Il n'y a pas d'harmonisation culturelle. On ne parle pas la même langue. Tandis que le dollar et le dollar à l'intérieur des États-Unis, ils parlent tous la même langue. Donc, il y a une mobilité des facteurs de production. Tandis que quand tu es en Grèce et que tu veux bouger un grec pour aller le faire travailler en Allemagne, il faut d'abord qu'il sache parler l'allemand. Donc, la mobilité des facteurs n'étant pas possible, quand il y a une zone qui rentre en récession, elle est obligée de dévaluer normalement si elle veut rester compétitive. Et d'où la crise de la Grèce. Doit-on conclure qu'ils sont arrivés trop loin pour revenir en arrière? Peut-être qu'ils n'obtiendront pas cette monnaie commune, mais l'Inde peut-être va s'imposer dans ce regroupement à travers ce qu'il appelle le Sud global, défendre les intérêts des pays. La valeur de ce Sud global est dans la
coopération. Dans le fait de pouvoir se mettre ensemble, mais il faut être réaliste sur ce que tu peux faire ensemble. Yeah. Tu peux créer un pôle de pouvoir sans avoir la même monnaie. Tu peux créer un pôle de pouvoir sans avoir la même monnaie. Mais avoir la même monnaie, et aujourd'hui, même les gens qui ont le dollar, qui ont adopté le dollar, ils ont des contraintes. Parce qu'ils ne peuvent pas créer une diversification de leur économie à travers des dévaluations qui leur permettraient d'être plus compétitifs. Donc, ce n'est pas un panacée. Ce n'est pas une panacée. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est de voir, j'ai lu, quelqu'un m'a envoyé un article ce matin pour me dire, oui, mais les pays des BRICS, ils ont commencé à acheter de l'or. Ils achètent de l'or, donc ils vont faire une monnaie rattachée à l'or. J'ai dit, monsieur, mais le problème n'est pas là. Même si vous rattachez, premièrement, quand vous rattachez votre problème à l'or, vous devez avoir beaucoup d'or. Or, ça veut dire épargner énormément parce qu'il faut acheter ce or-là. Ce n'est pas gratuit. Or, comme des pays qui sont en train de se développer, qui font du déficit budgétaire pour stimuler leur économie, pour redistribuer la richesse, vont prendre toute une masse d'argent et ne vont faire qu'acheter de l'or avec. Ça n'a pas de sens. Mais même si ça aurait un sens, même s'ils voudraient bénéficier de la stabilité monétaire offerte par le rattachement à l'or, oui, mais ça veut dire que l'Indien, à ce moment, l'argument de l'Indien te dit, moi, je ne veux pas faire ça avec toi. Si tu veux faire ça toi parce que ton problème est un problème de stabilité, moi mon problème est un problème de compétitivité. Je veux faire croître mon économie à 6, 7, 8%. Pour le faire, il me faut avoir l'arme de combat que constitue la variation de ma parité. Alors, je rappelle pourquoi, et parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas des économistes. Quand on fait varier une parité, ça veut dire qu'on fait varier le prix relatif de l'économie domestique, donc le salaire, par rapport au prix importé. Ça veut dire qu'on rend, par exemple, un tissu, une fabrique de textile plus rentable parce qu'on donne plus de goût à la personne qui génère les dollars. En lui donnant plus de goût, elle devient plus compétitive et elle peut produire davantage de textiles, tu vois. Donc, c'est ça que je veux pour les gens qui ne sont pas des économistes. Donc, c'est un grand laboratoire. On va suivre cette expérience des BRICS pour les prochaines années. Il y a beaucoup de défis. Et il y a également des différends entre eux, ce n'est pas aussi simple. Alors, un dernier point. Très souvent, les gens confondent la volonté des dirigeants politiques avec la volonté du pays. On dit, ah oui, mais les gens disent qu'ils sont sous sanction. La majorité des Indiens ou des Chinois, je ne pense pas qu'ils soient inquiets que les États-Unis leur imposent des sanctions. Par contre, ils sont inquiets de l'inflation. Ils sont inquiets de pouvoir avoir un salaire décent. Et quand ils commencent à générer une épargne, ils ne vont pas nécessairement l'investir en Chine ou au Japon ou en Inde. Ils veulent l'investir là où cette épargne va leur apporter. Et le marché des capitaux attire le monde entier. Le marché des capitaux américain, c'est le plus riche, c'est le plus liquide. Donc, M. Lula ou bien autre, qui est inquiet parce que lui-même, il sait qu'il peut être sous sanction ou autre, ce n'est pas nécessairement le cas du petit Brésilien qui est dans les favelas. Donc, le désir d'une population, or la force d'une monnaie, ne réside pas dans des décisions politiques. Ce n'est pas les États-Unis aujourd'hui qui vont dire, naturellement, ils peuvent influencer à travers la Banque centrale, à travers les mouvements monétaires. Mais les décisions qui font que le dollar est fort sont des décisions d'investisseurs individuels, d'épargnants individuels, qui font confiance à une monnaie, qui font confiance à une banque. Voilà, Pierre-Marie Boisson, si Dieu nous prête vie, on se verra en janvier prochain pour la grande analyse de l'économie haïtienne. Et on n'aura même pas le temps d'en parler trop parce qu'on est à la 5e année consécutive de contraction du PIB. Donc, ce sera peut-être la 3e émission du mois de janvier après les interventions de ministres des Finances et de gouverneur de la Banque centrale. Merci, Bédi. Merci, Christian. C'est toujours un plaisir et je souhaite aux auditeurs une Haïti qui sera en meilleur état au moment où nous serons ensemble en janvier qu'elle l'est aujourd'hui. Tout à fait. Ciao, à la semaine prochaine.